Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau dossier autour d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le gluten. Alors c'est un sujet qui déchaîne les passions dès lors qu'il est question de nutrition ou même au sens plus large de la santé. Alors on a vraiment ceux qui aiment les produits céréaliers et puis ceux qui sont farouchement anti-gluten et souvent de manière dogmatique sans réellement savoir ce qu'est le gluten, les différences entre les blés, comment ces molécules agissent dans le corps. Donc, pour redonner un peu de sens, de clarté dans le débat et puis des arguments un peu solides, scientifiques, je suis extrêmement heureuse aujourd'hui de recevoir un maître du sujet, monsieur Roland Feuillas. Bonjour Roland. Bonjour à toutes et tous et Je suis, merci de me recevoir. Je suis absolument ravie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça fait longtemps que nous souhaitions aborder cette thématique. Je le vois chaque semaine lors de consultations, les consultants qui me disent lors de l'anamnèse, alors j'ai arrêté le gluten, mais alors pourquoi? Ben, j'ai lu que c'était pas bon. Voilà. Donc, on a besoin de toute votre expertise, Roland, aujourd'hui, pour mieux appréhender le phénomène, mieux comprendre. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui de dire mangez-en ou pas, mais d'avoir des réflexions afin d'avoir un avis éclairé sur le sujet, puis de savoir de quoi on parle. Donc, avant de rentrer pleinement dans le thème et voilà, mieux comprendre tout ça, donc, en guise d'introduction, je voudrais un peu rappeler votre parcours qui fait de vous aujourd'hui une véritable référence des blés anciens. Et encore une fois, c'est un véritable honneur de vous recevoir aujourd'hui. Donc, en 2006, si je retrace un peu le parcours, vous reprenez avec Valérie, votre épouse, un moulin à Cucugnan, célèbre village au cœur du pays Qatar. Donc le pari est assez dingue. Et puis au fil des années, vous faites de ce lieu un espace de rencontre entre paysans, boulangers, meuniers, artisans, euh, passionnés de pain, de blé ancien au sens plus large. Je pense notamment au conservatoire que vous avez créé, le conservatoire de blés anciens et le concept de pain vivant qui respecte une filière dite 100% nature. Et donc, les maîtres de mon moulin sont créés. Donc, on y retrouve des produits d'exception. Les plus grands chefs étoilés se fournissent en farine chez les maîtres de mon moulin. On y retrouve aussi des amoureux de cette reconnexion aux produits de la terre et puis au savoir-faire de manière générale. Vous avez créé une école également qui va bien au-delà de l'apprentissage du pain. Vous y abordez philosophie, histoire, spiritualité. Vous redonnez beaucoup de conscience en fait derrière toutes ces notions. Et si je peux résumer un petit peu les maîtres de mon moulin ou toute cette pédagogie et toute cette transmission, je dirais que c'est une ode au vivant avec un grand V majuscule. Et je peux en parler d'autant plus. Je précise aussi que j'ai suivi plusieurs stages il y a 2 ou 3 ans maintenant, donc voilà, c'est une vraie expérience à vivre. Vous voulez compléter peut-être? Ouais, c'est très très bien. Il y a beaucoup à dire, mais globalement c'est très bien. Bon, bah écoutez, formidable. Certainement qu'on enrichira voilà, toute cette présentation au fil de ce webinaire. Donc voilà, pour rentrer dans la thématique, déjà réexpliquer un petit peu, mieux comprendre ce qu'est le gluten. Après, on expliquera un petit peu. Je voudrais bien vous entendre sur les blés anciens, les différences. Enfin, tout cela est très intriqué. Mais déjà, pour répondre à ces personnes qui tout de suite nous disent non, le gluten, je n'en mange pas. En fait, qu'est-ce que le gluten? Parce que je pense que la plupart des personnes ne savent pas forcément précisément ce qu'est en fait le gluten. Ouais, c'est une question à la fois extrêmement complexe, mais aussi qui est assez troublante, parce qu'en fait, si on doit, et je pense que c'est extrêmement important dans le contexte anthropologique dans lequel nous sommes, si l'on doit s'attacher à utiliser les mots dans leur sens le plus véritable qui soit. Eh bien, force est de constater qu'en fait, le gluten, ça n'existe pas. Voilà. C'est que, oui, le soleil, il existe, on peut le regarder, il n'y en a qu'un, et il n'y a pas trop de doute, enfin, il n'y en a qu'un. Notre soleil, notre étoile, il n'y en a qu'un, mais le gluten en tant que tel, ça n'existe pas. Et je pense que l'immense erreur, et qui peut confiner d'ailleurs à une certaine forme de faute,
pas du tout pareil que de faire une erreur et de faire une faute, consiste à nous être laissés emporter, dérivés, je dirais, par les temps modernes où nous avons, dans notre pensée newtonienne, mécanique, mathématique, algorithmique, tout ce que vous voulez, on va dire rationnel, de ce fameux Descartes qui, en 1635, fonde ce système de pensée et le rationalisme, et qui fait n'utiliser qu'une partie du cerveau d'ailleurs, ce qu'on appelle le cerveau rationnel. C'est que nous avons tellement appliqué au vivant ce que la pensée technologique, la pensée algorithmique, la pensée mécanique nous avait permis de faire des choses absolument extraordinaires, d'aller sur la Lune avec des ordinateurs à la puissance absolument dérisoire à l'époque, dérisoire. Ce que calcule notre smartphone aujourd'hui en une seconde, il faut des centaines d'années pour que les ordinateurs de la mission Apollo soient capables de le calculer. Mais tout ce qui nous a permis de faire des prouesses sur le plan technologique, nous avons fait l'immense choix, et qui est très structurant justement de notre état d'esprit, que de penser qu'on pouvait l'appliquer au vivant. Et donc d'être dans une pensée extrêmement rationnelle dans le vivant. Or, si l'on veut résumer le vivant en quelques mots, le vivant, c'est l'éclectisme, c'est l'hétérogénéité, c'est le mouvement permanent, c'est l'évolution permanente. Et d'ailleurs, ce cher Charles Darwin, qui a cette vision dans les années 1830 et qui va que 50 ans plus tard publier sa théorie, qu'on appelle donc la théorie de Darwin, sur l'évolution, il va se confronter à la pensée ultra dominante et structurante de l'époque, qui est non pas la pensée évolutive, mais la pensée créationniste. Voilà, Dieu est créateur de toutes choses, etc., etc. Et dire non, mais en fait, non, pas du tout. L'évolution est ce qui fait le vivant et ce qui le fait être ce qui est à un moment T, mais il ne sera pas pareil à T plus delta T, etc. Et nous sommes en évolution, le résultat d'une évolution absolument colossale, mais surtout, plus que l'évolution, de ce qu'on doit appeler la coévolution. Nous évoluons pas tout seuls, nous évoluons dans une matrice du vivant. Et cette évolution, elle est permanente et continue. Et même si l'on veut y aller par la pensée tout autre, qui serait la pensée spirituelle, eh bien justement, le mystère que l'on peut écrire avec un grand thème, il est évidemment dans l'évolution. Il n'est pas dans la création. On n'imagine pas ce que nous a peint ce cher Michelangelo en 1518, qu'il a fini en 1523, le plafond de la chapelle Sixtine, avec un homme blanc, tiens, il n'a pas pris au hasard, un homme. Pourquoi un homme? Assis sur un nuage, voilà, et qui tend la main à un autre homme, dont on sait que c'est Adam, lui de manière déterminée, mais Adam répond de manière assez comment dire, assez désinvolte presque. Il est tout avachi, etc. Eh bien, cette vision que cet homme-là aurait dit le jeudi à 17h35, tiens, j'ai le temps, je vais faire les crocodiles, c'est quand même, je le fais exprès, je force le trait, parce que c'est un peu bébête, quoi, voilà. Alors que d'imaginer qu'il y a 3,4 milliards d'années, la vie démarrait sur Terre de manière extrêmement primitive, avec juste une membrane cytoplasmique, une lymphe à l'intérieur et un petit tronçon d'ADN qui flottait. Et on a là les toutes premières bactéries lactiques, qui sont les premiers organismes vivants à être sur Terre. Et pendant 3,4 milliards d'années, on va avoir une évolution et des coévolutions. Et tout va se mélanger, tout va s'hybrider. On est le résultat d'une hybridation. Nous avons tous dans notre génome une part du génome qui nous vient justement du crocodile, qui nous vient du bœuf, qui nous vient de l'oursin, etc. Des vivants qui étaient là bien avant nous, dans la grande roue phylogénétique. Donc, en fait, dans cette évolution permanente, tout s'est dessiné petit à petit, mais dans une énorme différence, une énorme hétérogénéité, un énorme mouvement, etc. Donc de penser qu'il y a des choses qui sont figées
et qui sont aussi uniques et indivisibles en tant que de ce qu'on peut en concevoir et comment on peut le décrire qu'un écrou de 12, vous voyez, où le mètre étalon, c'est stupide. En fait, si l'on voulait imaginer que le gluten existe, il faudrait qu'il y en ait un, d'accord? Donc, il y a une infinité de formes de ces polymères, parce que le gluten, pour entrer dans la définition, c'est ce qu'on appelle un polymère, donc il est composé de monomères qui s'agrègent les uns les autres, et gluten, par exemple, la racine, le suffixe glu dans gluten ne veut pas du tout dire colle. J'ai même vu ça il n'y a pas longtemps dans une vitrine à Biarritz, gluten, glu égale colle, donc ça colle à l'intestin. C'est complètement idiot. Ce qui colle, même quand vous pétrissez un peu de pâte à pain, c'est pas du tout le gluten, il ne colle pas. Quand vous avez fini de mâcher le chewing-gum et que vous avez absorbé tous les sucres, le chewing-gum, il devient très plastique, il ne colle plus. Mais c'est exactement pareil. Donc, c'est le sucre, c'est l'amidon qui colle. On a tous connu les cols amidonnés, enfin connus, on sait, on a entendu parler. On a tous connu la colle pour coller la tapisserie au mur. Et c'est fait avec de l'amidon. L'amidon, ça colle. Voilà. Ça fait ce qu'on appelle de l'empois, et l'empois est une colle. Et d'ailleurs, les tapisseries qui sont collées sur les murs de l'Opéra Royal à Versailles, je crois que ça date de Louis XV ou Louis XVI, non, Louis XV, ils sont toujours là, ils sont toujours collés. Ça colle bien, hein, ça colle très bien. Mais c'est pas le gluten qui colle. Gluten, ça veut dire agglutinated protein. D'accord? C'est les protéines qui sont des monomères, enfin non, elles-mêmes qui sont des polymères, qui se collent les unes aux autres. Et elles se collent les unes aux autres, d'ailleurs, de la même façon que des protéines du fromage se collent les unes aux autres, et que quand on coupe un camembert relativement frais, on voit qu'à l'intérieur, la pâte, elle est relativement résistante. Mais à un moment donné, par l'œuvre miraculeuse justement des bactéries lactiques qui vont activer des enzymes, eh bien, il va y avoir des découpages. Découper en grec, c'est le suffixe ase. Alors, il y a des lactases qui coupent des lactoses, il y a des amylases qui coupent les amidons, il y a des protéases qui coupent les protéines, etc., etc. D'accord? Et donc, nous avons la particularité que si nous développons notre propre quête d'une bonne alimentation dans un mot-clé qui est la biodiversité. La biodiversité, c'est pas un mot politique pour aller dire à l'Assemblée nationale, oh, non, on a perdu la biodiversité. D'ailleurs, on vient de perdre le dernier rhinocéros mâle blanc. Bon, c'est un peu idiot de dire ça à des députés parce que les rhinocéros, ils en ont rien à foutre. Et alors, en plus, qu'ils soient blancs, bleus ou verts ou jaunes, c'est le cadet de leurs soucis. Mais la biodiversité, là où elle va être cruciale, c'est pour que le maintien de la vie, le développement de la vie, il faut de la biodiversité. Il n'y a pas de bio, c'est-à-dire vie, sans diversité. C'est un mot qui n'en fait qu'un, en fait. Mais dans notre alimentation, nous-mêmes les êtres humains, nous sommes faits pour être totalement imbriqués, intriqués à la notion de biodiversité. Nous devons biodiversifier notre alimentation, nous devons biodiversifier notre microbiote intestinal, etc., etc. Et bien sûr, nous devons manger des céréales, et donc dans les céréales, le blé, nous devons manger des blés qui soient diversifiés. Voilà. Alors, quand on se rend compte, je ne suis pas du tout en train de traiter les gens qui ont écarté le gluten de leur alimentation de phobiques un petit peu allumés du bocal. C'est pas du tout ça, parce qu'en fait, globalement, ils ont raison. Globalement, ils ont raison, les gens, de se méfier, voilà, de ce polymère qui, la plupart du temps, procure des difficultés digestives qui sont plus ou moins importantes suivant qui les digère. La digestion, je ne vais pas vous l'apprendre, ça commence par une étape qui est la dissociation moléculaire. C'est un peu comme quand on a joué avec un jeu de construction, Mécano ou Lego,
et que l'enfant, le soir, on lui dit range ta boîte pour pouvoir repartir sur une nouvelle construction demain ou la prochaine fois. Donc, il faut dissocier tous ces petits cubes, tous ces petits morceaux, parce que une fois arrivé à la sortie de l'intestin, rentrant à la sortie, excusez-moi, de l'estomac, entrant dans l'intestin grêle, il faut que les choses soient dissociées du maximum qu'il soit possible. Plus la digestion est facilitée par une dissociation qui est facile à faire, plus on digère comme une fleur, comme on disait, d'accord? Comme on a l'habitude de dire. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Alors c'est vrai que les choses ont énormément évolué, mais elles ont évolué aussi par coévolution, justement, comme je le disais. C'est-à-dire que nos contemporains, et je dirais ça a commencé dans les années 1860-1870, ont modifié leur critériologie de choix pour sélectionner. Pourquoi? Qu'est-ce que veut dire sélectionner? Eh bien, à partir du moment où on décide dans une récolte de savoir ce que l'on va ressemer et ce que l'on va manger, on opère un choix. Et donc, opérer un choix, c'est faire une sélection. Mais quand on fait une sélection, qui qu'il la fasse, il y a toujours une critériologie, il y a toujours un moteur à cette sélection. On sélectionne pourquoi? Ça peut être pour des tas de critères, sur des tas de critères, des tas de postulats. Donc, par exemple, on peut sélectionner un haricot parce qu'il va très bien se cuisiner dans un plat qui s'appelle le cassoulet, par exemple. Et on ne va pas aller chercher le haricot de Paimpol, là-haut, tout en haut de la Bretagne, pour faire le cassoulet façon Castelnaudary. Et nos anciens ont procédé par itérations successives de ressemer ce qu'ils ont, de choisir de ressemer dans ce qu'ils ont récolté, de pousser le végétal, donc l'organisme vivant, à répondre à certains critères, par exemple, qui va être la tenue à la cuisson, par exemple, qu'on va retrouver aussi comme étant des gros critères de choix dans la sélection de la patate, par exemple, d'accord? Mais voilà, ce qu'il faut comprendre de la sélection, c'est que je trouve que le plus que ça éclaire, c'est ce que j'utilise dans mes formations, c'est de prendre l'histoire du Canis lupus, qui est devenu, 35 000 ans après, le Canis lupus vulgaris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait grâce à la génétique, tous les chiens viennent des loups. Pas forcément d'une racine unique de génétique de loup, peut-être de plusieurs loups, mais en tout cas, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que tous les chiens descendent des loups. Donc, vous imaginez les loups, vous imaginez un loup, ce que c'est, et vous imaginez à partir de ça, en 35 000 ans, nous en sommes arrivés à avoir, par exemple, le bichon maltais, le Yorkshire, d'accord, etc., mais aussi le patou des Pyrénées, le border collie. Donc, on a fait des chiens de fonction parce qu'ils savaient très bien garder et conduire, par exemple, faire de la conduite de troupeau ou des chiens de garde de troupeau. Je parlais du patou des Pyrénées. Mais on a fait des chiens pour la chasse, on a fait des chiens pour aller dans les terriers, etc., etc. Mais c'est par coévolution, c'est-à-dire que constamment, génération après génération après génération, nous avons fait des choix sur des critères. Mais quels sont-ils pour amener ce chien à avoir des caractéristiques particulières? Et on a fait des chiens de compagnie. Et il est évident qu'entre le bichon maltais et le loup de Sibérie, il y a un monde total d'écart. Et il faut comprendre d'ailleurs que si nous parlons de ces critères positifs, physiologiques, intrinsèques, qu'ils soient musculaires, qu'ils soient osseux, qu'ils soient visuels, qu'ils soient auditifs et qu'ils soient sur les résiliences, être en autonomie alimentaire, le loup, il n'attend pas qu'on lui donne son petit bol avec ses croquettes. Il va chercher tout seul, d'accord? Il s'est occupé un territoire, il a une vie sociale, c'est ultra structuré. Il y a la fidélité d'ailleurs chez les loups, c'est assez remarquable certaines choses. Et de ça, en 35 000 ans, on a fait le bichon maltais. Alors j'adore les bichons maltais, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il faut comprendre que nous sommes nous-mêmes beaucoup des co-évoluteurs. Alors la grande question qui est sous-jacente dans ce que je suis en train de dire, c'est existe-t-il des blés qui soient des loups?
et en avons-nous fait des Yorkshire aujourd'hui et par quel processus de sélection, d'hybridation, etc. Alors, c'est des choix. Ces choix, ils sont d'ailleurs dictés beaucoup par des aspects, on va dire, anthropologiques et des aspects sociétaux. Nous, les Occidentaux, nous n'avons pas opéré à des mêmes choix que d'autres civilisations, on va dire. Voilà. Par exemple, on sait que dans l'Égypte ancienne, et si on remonte à l'ancien empire, d'accord, donc on est grosso modo à moins 4000 ans, on va dire, par exemple, ils avaient déjà énormément de variétés de blé différentes et ils ont fixé leur choix sur une espèce donnée qui sont les amidoniers. Il y avait l'engrain, ils y ont testé, il peut arriver qu'on en retrouve, mais on sait qu'ils ne mangeaient pratiquement à cette époque-là, et ils mangeaient quasiment que de l'amidonier. Et il y a des raisons à cela. Et ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quelles en sont les raisons. Elles peuvent être, pour reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, elles peuvent être pour des raisons organoleptiques. Mais il y a aussi des choix qui se forment sur la vision de quelque chose à laquelle on donne un postulat, on donne une axiologie dans le diagramme de valeur, on la met assez haut, par exemple la facilité digestive. On sait que dans l'archipel du Japon, sur l'île du Nord, là-bas, Hokkaido, on sait qu'ils avaient des blés, des froment même, il y a plus de 2000 ans. Ils avaient du blé. On ne peut pas accuser les Japonais, ou alors il faudrait être quand même enclin à certaines dérives de prétention, de ne pas être très compétents en matière de fermentation. Au contraire, ils sont extrêmement forts. Et comment se fait-il qu'avec ces blés, ils ont inventé certains types de pâtes plutôt, les sobu, etc., mais qu'ils n'ont pas fait de cuisson au feu de ça, et avec des croûtes, etc. Même parce que nous, dans notre vision occidentale, nous voyons comme la digestion, dans la hiérarchie des valeurs que l'on veut respecter, dans l'axiologie, nous ne la voyons pas au sommet. Voilà. Nous considérons que, bon, oui, on peut très bien s'éclater, se faire plaisir et faire un repas en famille avec des amis, etc., avec, par exemple, un plat ultra sophistiqué comme le lièvre à la royale, par exemple. On sait très bien qu'il ne va pas falloir en manger 500 grammes par personne parce qu'on va avoir quand même certaines lourdeurs digestives. Ça, en Extrême-Orient, c'est vu comme inacceptable. Voilà. Il faut que, quand l'on mange, il faut que l'énergie que l'on ingère soit instantanément, immédiatement disponible. Le summum dans tout ça, c'est par exemple les bouillons coréens, où un bouillon, c'est pratiquement, comment dire, un élixir d'énergie, quoi, d'accord? D'ailleurs, le mot restaurant, il vient de là. Le mot restaurant vient de là. Quand, et je crois au 19e siècle, il commence à poindre une mode à Paris de faire les bouillons restaurants, c'est-à-dire des bouillons, c'est sûrement par connaissance ou rencontre avec justement ces autres civilisations, si je puis dire, ces autres ennemis, ces autres pays, que les gens se sont dit, tiens, quand on mange ces bouillons, on se sent restauré. Parce que le mot restauré existait déjà pour parler des œuvres d'art, par exemple. Vous avez des gens qui travaillent au musée du Louvre, qui ont une carte de visite et sur laquelle il y a marqué restaurateur. C'est pas qu'il faut manger, c'est qu'ils prennent une œuvre d'art qui est plus ou moins abîmée, fatiguée, etc., et ils vont la restaurer. Il n'y a pas grand effort à faire pour se dire que nous, les humains, nous sommes aussi des œuvres d'art, même des œuvres du miracle de la vie, et que quand on rentre à 12h30, 12h30 dans un restaurant, c'est pour en ressortir à 14h en étant restauré, comme une œuvre d'art. On doit être en meilleure santé, on doit avoir plus d'énergie, on doit être rayonnant, mais on ne doit pas se dire, bouf, oh là, voilà. Et donc, c'est quand même déjà ça qui est tout à fait fondamental, c'est d'être en connexion avec son propre métabolisme pour se dire, oulala, là, c'est pas, j'ai pas mangé un bouillon restaurant. Ça a tellement bien pris cette histoire de bouillon restaurant qu'on a enlevé le mot bouillon et on a commencé à ne garder que le mot restaurant. Et ce mot restaurant, d'ailleurs, il est fabuleux. Pourquoi? Parce qu'il est devenu mondial. Dans le monde entier, si vous demandez à quelqu'un dans la rue où est-ce qu'il y a un restaurant,
on va vous le dire. Mais restaurant, c'est fait pour restaurer. Et effectivement, pour revenir au gluten, force est de constater que dans les critères de sélection, pour pousser des rendements, voilà, parce que c'est ça qui nous change quand même fortement, nous, dans l'épisode, on va dire, 18, 19, 20e siècle. Il y a une grande évolution, une évolution majeure, sociétale, structurelle, et qui va impacter énormément la dimension anthropologique de nous sur notre plaque eurasienne, sur la côte ouest. Eh bien, c'est que il y a une révolution. Cette révolution n'est à rien une révolution prolétarienne, c'est une révolution bourgeoise. Les bourgeois prennent les sources du pouvoir, autrement dit les sources de la finance et les sources de l'argent, aux classes nobiliaires. Et pour fabriquer de l'argent, la bourgeoisie dirigeante va au 19e siècle lancer une immense épopée économique, une révolution économique, et qui va s'asseoir pour fabriquer de l'économie sur une révolution industrielle. Dans cette révolution industrielle, c'est là surtout qu'il va y avoir un tournant de se dire, mais oui, mais quand on a un hectare de terre, si on pouvait faire 45 quintaux au lieu de 30, ce serait génial parce qu'on gagnerait tant en plus, on pourrait être plus compétitif, on va baisser les cours de notre matière première, etc., etc. Et c'est la course. Et on s'est dit, si on pouvait faire que le pain, il ne puisse pas demander énormément de main-d'œuvre à des gens en plus qu'on fait travailler la nuit pour qu'il y ait du pain disponible dès le matin, 7-8 heures, etc., ben, ça serait pratique. On invente la mécanisation qui va être appliquée à pétrir les pains, diviser les pains, façonner les pains, les mettre en cuisson, etc., etc. Mais la mécanisation, surtout à cette époque-là, elle demandait à ce que la matière première ait des critères qu'elle n'était pas du tout enclin à avoir à cet instant-là, et donc on va faire des sélections de blé pour répondre à la mécanisation. Et puis on invente un gros mot énorme, gigantesque, titanesque, qui va diriger le monde dans les siècles qui va suivre, c'est le mot marketing. S'adapter à un marché, répondre au marché, répondre à la demande, voilà, répondre aux attentes des gens. Et bien sûr, vous savez que dans toute l'histoire du pain, les gens qui étaient en bas de la pyramide sociale avaient tendance à manger des farines qui n'étaient pas du tout raffinées, et donc qui même étaient intégrales pour tout manger, d'accord? Et évidemment, ça faisait pas des pains légers, moussus, etc., d'accord? Et il y a chez nous, en Occident, il y a une corrélation entre les choses légères, mousseuses, blanches et le statut social, l'élévation sociale. Il y a une corrélation, voilà, qui s'est un peu inversée. Aujourd'hui, c'est les gens du bas de la pyramide sociale qui veulent des farines extrêmement blanches, et c'est des gens un peu éduqués, si je puis dire, aux aspects santé, naturopathie et tout ce qui va avec, etc., voilà, qui vont vouloir des farines un peu plus riches et un peu plus conséquentes en termes de pouvoir nutritionnel. Et donc, mais toujours est-il qu'il va se fabriquer l'idée majeure, structurante, colonne cérébrospinale de toute la filière semences, blé, farine, pain, qu'il faut faire des pains les plus légers que possible. Les glaciers vont aussi connaître cette notion-là, hein. Aujourd'hui, la moyenne des glaces qui sont dans le commerce, et je parle des grandes et moyennes surfaces, sont des glaces pour 1 litre de volume, on n'a que 300 grammes de matière. Nos grands-mères ne savaient pas faire 1 litre de glace à la fraise avec 300 grammes de matière. Elles en mettaient pratiquement 100%. Aujourd'hui, on émulsifie. Mais pour émulsifier, il faut mettre de l'air entre les cloisons. Et donc, il faut que les cloisons soient solides. Donc, on a travaillé sur ce polymère qui permet de faire les cloisons, toutes les cloisons qui sont autour des bulles résultantes de la dilatation des gaz carboniques pendant les fermentations et pendant la cuisson. D'accord? Eh bien, on a amoindri ces cloisons, on les a faites très solides. Voilà. Et si vous voulez, j'ai une image aussi que je montre avec des schémas en formation. Vous avez tous connu, vous connaissez tous
les maisons de nos campagnes, dans les Hautes-Pyrénées, dans le Massif central, etc. Si on va dans l'Aveyron, l'Aubrac, etc., on voit très bien ces maisons en granit dont les murs font 1 mètre de large minimum pour pouvoir mettre le fait d'un toit à 5 mètres. D'accord? On se demande d'ailleurs comment ont fait les Égyptiens pour construire le phare d'Alexandrie de plus de 100 mètres de haut avec du granit rose. Vous imaginez, vous empilez 100 mètres de hauteur de pierre, les pierres du bas, la charge qu'elles ont dessus, comment elles font pour ne pas être réduites en poussière. D'accord? Et donc, en fait, quand on construit avec du granit, on fait des murs larges parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de matériaux pour pouvoir porter la charge qu'on va additionner dessus. Et le granit, je ne sais plus combien, mais c'est 2 tonnes au mètre cube, un truc comme ça, 2 ou 3 tonnes. D'accord? Ça pèse très lourd. On n'aurait jamais pu construire l'Empire State Building, je crois que c'est le début du 20e, l'Empire State Building, à New York, avec du granit. Impossible, impossible. Donc qu'est-ce qu'on fait? On trouve des matériaux qui permettent de faire des cloisons très fines. Hein. Je pense que les cloisons, même du bord, elles sont très étroites. Et donc, on va avoir de la légèreté, de la structure, et on va pouvoir monter très haut, et on va pouvoir avoir beaucoup d'espace à l'intérieur aussi. D'accord? Eh bien, le pain, si vous regardez une structure de mie, elle vous raconte exactement la même chose. Quand vous voyez des cloisons interalvéolaires, on dit, hein, entre les bulles de la mie de pain, d'accord, les alvéoles, quand vous voyez des cloisons très fines, c'est que c'est très solide. C'est très très solide. Et vous imaginez qu'il vaut mieux manger des cailloux de la rivière, si on était un grand géant qui se nourrit de cailloux, que de manger des cloisons qui sont extrêmement solides. Parce que digérer, c'est dissocier d'abord. C'est démonter. Voilà. Donc quand on sélectionne des blés, quand on fait en sorte que ça, avec peu de matière, on va beaucoup émulsionner, parce que quand je parlais du marketing tout à l'heure, c'est à dessein. Un des affres du marketing, c'est que dans les critères d'achat, il y a toujours le rapport volume-prix. Est-ce que j'en ai pour mon argent? Si on essaie de vendre un tout petit pain comme ça à 15 euros, personne ne va l'acheter. D'accord? Il faut qu'il y ait du volume. Et il pourrait très bien, à la limite, avoir là-dedans 10 fois les nutriments qu'il y a, enfin même 1000 fois, qu'il y a dans une simple baguette blanche. D'accord? Mais c'est pas ça qu'on cherche. On veut voilà. Et on veut qu'on en ait pour notre argent, dont le rapport volume-prix est très important. Donc, ce qu'ont inventé les gens de la filière, c'est comment faire pour avoir ces fameux polymères qui permettent de faire des pains qui gonflent beaucoup. Et comme en plus, sur le plan organoleptique, c'est assez facile de faire, ça s'est construit petit à petit, cet ancrage de la pensée, ce paradigme-là de choix et d'appréciation qui conduit même nos propres goûts, de dire on aime, on n'aime pas, etc. Voilà. Pourquoi on aimerait le pain ultra léger et qu'on détesterait un pain qui est un peu plus lourd, quoi. Pourtant, Giono, il le dit dans un ouvrage, il dit le bon pain est lourd. J'en ai une tranche de pain moins grosse que ma main dans ma main, et pour autant, je sens qu'elle est plus lourde que ma main, d'accord? Voilà. Et donc, pour répondre à toute cette critériologie, on a fait des sélections sur des blés pour les conduire à être grandement en aptitude à faire des pétris où on peut beaucoup émulsifier, on peut beaucoup injecter de ferments qui vont faire énormément de gaz, et il y aura une très bonne rétention gazeuse de la mie à l'intérieur et une très bonne rétention hydrique aussi. On va pouvoir mettre pas mal de l'eau, voilà, pas mal d'eau, et donc ça fait des pains qui sont très gonflés, très moussus, mais dans lesquels les protéines qui sont agglutinées les unes aux autres par toujours la même chose d'ailleurs. À la surface des protéines, on trouve des atomes de soufre. Et quand deux protéines ayant des atomes de soufre se rencontrent, les atomes de soufre se collent entre eux. On appelle ça des ponts disulfures. Et digérer, c'est aussi aller dissocier, découper ces ponts disulfures. Et il y a X méthodes, il y a des voies fermentaires aussi, il y a plusieurs voies qu'il faut suivre pour en arriver à quelque chose dans lequel on ait des critères de digestibilité qui soient maximum. Donc,
Le gluten va être la résultante du collage, du lien de ces monomères pour former une macro, un polymère énorme. Dans un pain d'1 kilo, il y a une molécule, en fait, une macromolécule qui est un polymère qui peut faire 200 grammes, d'accord, par exemple. D'accord. Mais bon, on va le découper déjà avec un couteau, puis on va le découper avec nos dents, puis on va le découper avec nos enzymes enzymes salivaires, puis nos enzymes pancréatiques, etc. Tout ça, c'est des processus qui conduisent à la digestion. Logiquement, si on fait bien les choses, le gluten en tant que polymère résultante de l'association de différentes protéines, lapsus qui est très révélateur, de protéines, eh bien, quand on arrive dans le duodénum, normalement, il n'y en a plus. Voilà. Donc, on ne peut pas dire qu'on a un problème avec le gluten. S'il en reste des fragments, qu'on souffre d'une part d'une porosité intestinale, là c'est gros souci. Si on souffre aussi du syndrome de l'intestin irritable, il y a certaines choses qui vont aussi favoriser cette irritabilité continue. Donc il faut être très méfiant, mais ça ne veut pas dire avoir peur. Ça ne veut pas dire aussi se priver de pain, sauf pour une pathologie particulière qui est la maladie cœliaque, où là, il y a une réaction de l'organisme qui veut s'auto-défendre sur quelque chose qu'il ne tolère pas. Et donc, il va se faire du mal à ses propres pilosités intestinales, etc. Donc, cette maladie cœliaque, et c'est lié à un génome particulier de protéines particulières que l'on trouve dans le blé et qui vont donner le cœliaque, lui, c'est à la protéine elle-même avec laquelle il a des soucis. C'est pas le gluten en tant que polymère composé, d'accord. Donc le cœliaque, il pourrait manger même de ces protéines totalement dissociées les unes des autres, carrément en poudre ou voire même avec de l'eau, ça lui ferait la même chose. C'est pas du tout le gluten en fait. C'est un peu désolant de voir que on a en France, par exemple, l'association française des intolérants au gluten. C'est un abus de langage total. Et vous savez que on dit que cette citation, elle est apocryphe d'Albert Camus, que mal nommer les choses, c'est participer au malheur du monde. Et ça, moi, c'est ça qui m'a énormément interpellé. C'est que mal nommer le gluten, ben, c'est un peu irresponsable. Parce que, qu'on le veuille ou non, de toute façon, je fais un saut dans un autre champ comment dire, de pensée. Mais nous tous, si nous devions enlever de nous-mêmes ce qui nous compose, qui est issu de 4000 ans de culture judéo-chrétienne, il ne resterait pas grand-chose. Qu'on le veuille ou non. Voilà, notre vision de l'abomination, de la violence, par exemple, de la mort, comment dire, de perpétrer la mort, de tuer. Moi, je sais que c'est quelque chose qui m'est insupportable. Je peux pas imaginer même de tuer un poisson à la pêche. Alors, est-ce que je suis dégénéré, comme des fois on m'a dit, parce que normalement on doit garder cette conscience-là, mais moi j'en suis totalement incapable d'attraper un poulet d'attraper une belle vache là qui gagne des concours et de se dire qu'on va aller la manger. C'est inconcevable pour moi. Et de faire du mal, d'être violent, etc. Mais je sais très bien à quoi je dois ça. C'est l'évolution d'une conscience qui nous est aussi dévolue, aussi par les gens par lesquels on a été élevé, et puis par l'épigénétique, etc. Voilà. Si on doit ôter de nous-mêmes ce qui nous a construit, voilà, ce qui nous a construit, c'est un paradigme, c'est un socle de la pensée en particulier, et qu'on le veuille ou non, et sans pour autant se dire totalement enclin à suivre un dogme ou une doctrine d'une église quelconque. Mais en tout cas, par exemple, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a pris l'assiette et qui l'a retournée. Voilà. Et c'est très important parce que je suis sûr que même en naturopathie, on étudie beaucoup le lâcher-prise, ces choses comme ça. Si on prend un point précis dans l'Ancien Testament, qui est combat tes ennemis, implore le Seigneur pour qu'il vienne t'aider à les éradiquer, ben ça, après, à ce que ce rabbi
et changer la donne, ça devient dans le Nouveau Testament, aime tes ennemis, bénis tes ennemis. Et d'ailleurs, même quand on est assailli, qu'on est contrarié dans la journée par des attaques, etc., peut-être que la meilleure réponse qu'on puisse faire, elle est dans l'amour, elle n'est pas dans la haine, elle n'est pas dans la violence, voilà. Elle n'est pas dans le combat. Voilà. Et même quand on regarde l'actualité, ce qui se passe au Moyen-Orient, on ne peut que dire, même avant de se poser la question de qui a tort, qui a raison là-dedans, parce que de toute façon c'est inextricable, excusez-moi, et de prendre des petits comme ça à brûle pour point, bam, parce que on a soi-même telle ou telle appartenance ou des amis ou je sais pas de la famille qui appartient à telle ou telle catégorie, c'est pas très digne de l'être humain. Nous avons besoin de pouvoir juger des choses en étant grandement en abstraction et en ne faisant pas de confusion, ni même entre l'esprit et la lettre, etc. Et donc de se dire que c'est dans la paix, dans l'amour et dans le respect, etc., dans la tendresse, presque dirais-je aussi, qu'on va pouvoir construire un avenir meilleur pour nos enfants, c'est quand même le b.a.-ba qui doit être logiquement accessible à tous. Donc, que l'on se dise que ce qui incarne, parce que quand même il y a une question de fou à se poser, comment se fait-il que cet homme qui renverse l'assiette il y a 2000 ans, il prend ce truc composé d'eau, de farine et d'un peu de sel, et il dit, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps. Est-ce qu'on doit totalement renier ça? Est-ce qu'on doit dire, c'est des balivernes, etc. C'est se renier nous-mêmes, parce que nous sommes pétris de ça. Nous sommes fabriqués par ça. Ce qu'il y a de beau dans notre humanité, dans nos allants humanistes, on va dire, ça nous vient de là. Donc ne le renions pas. Donc c'est très choquant de se dire que comme ça, d'un coup et d'un seul, on va dire que le pain est quelque chose qui est un poison. De ce qu'on a glorifié, sanctifié, sacralisé pendant 2000 ans, de dire maintenant non, écoutez, on s'est complètement trompé, ça n'a rien à voir avec la dimension du sacré, ce n'est que diabolique, ça fait du mal, c'est que fait pour le profit de quelques-uns, etc. Je pense que c'est une façon de voir et d'appréhender les choses et d'en tirer les conséquences qui n'est pas acceptable. Surtout que le pain est un sujet dont la cosmogonie est d'une vastitude colossalissime. Notre galaxie, à nous, elle fait 150 000 années-lumière de diamètre, c'est la dimension du pain, quoi. Voilà. Il y a tellement de biodiversité, il y a tellement à en dire. Nous, déjà, par notre petite collection qu'on a démarrée tout simplement, pour trouver des blés dont les protéines soient de faible poids, voilà. Ouais, parce qu'on digère mieux une balle de ping-pong. Il vaut mieux dissocier des balles de ping-pong les unes des autres que des énormes ballons de basket ultra collés les uns aux autres. Donc, il faut redescendre dans des poids moléculaires plus faibles, qui va faire des murs plus épais, donc des maisons moins hautes, donc des alvéolages beaucoup plus concentrés. Vous comprenez? Ça, c'est mécanique quand même. Le gluten intervient dans le pain dans un aspect mécanique. Donc, on a recherché immédiatement, il y a 25 ans, de comment on pouvait retrouver des blés. Et là, j'ai ouvert une boîte dont je n'imaginais pas un seul instant y trouver tout ce que j'y ai trouvé, parce qu'on y trouve des aspects, je viens d'aborder un petit peu la dimension spirituelle, mais on y trouve une dimension culturelle gigantesque. Et vous vous rendez compte, en 1900, en France, il se dit que nous avions 4000 blés de pays, c'est-à-dire que chaque petit terroir avait son blé, et qui donnait d'ailleurs à des techniques, lieu à des techniques de panification qui étaient propres, qui étaient spécifiques. Voilà, le pain brillet, c'est pas le pain de l'Odève, et il n'était pas fait avec le même blé. Aujourd'hui, on fait des concours où on donne des grosses médailles à des gens, mais on leur donne une farine pour faire le pain brillet, le pain de l'Odève. C'est quelque part une auto-avouer notre imbécilité quelque part, et notre inconséquence, dirais-je. Donc pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions culturelles là-dedans, il y a des patrimoines, il y a des héritages. Et le premier devoir de chacun, c'est ce que disait Simone Veil, la philosophe décédée en 1943. Elle disait, le premier devoir de chacun, c'est quand même d'être
en connaissance, en conscience en gros, de ce qu'on doit de notre propre personne et de ce qu'on trouve être évolué dans notre personne, à qui on le doit, et donc de s'enraciner là-dedans, de cet enracinement, donc qui dit ça dit capacité à réellement mieux transmettre, diffuser, partager, etc. Mais pour pouvoir aller vers le ciel, il faut avoir les racines qui vont dans le substrat du sol, et donc cette culture, ben, il faut la retrouver. D'ailleurs, regardez comme c'est troublant d'un point de vue linguistique que de prendre conscience qu'il y a des mots, qui s'écrivent exactement de la même manière, mais qui veulent dire des choses complètement différentes. Ce que nos ancêtres, il y a 3 siècles, appelaient une semence, n'a rien à voir avec ce que nos industries semencières modernes appellent une semence. Ce que nos anciens appelaient une variété de blé ou une variété végétale, d'accord? Une variété de blé, regardez, il y a le suffixe varié dedans. C'est que c'était varié. Aujourd'hui, on appelle des variétés des choses que l'on a taillées au cordeau et qui sont en fait le résultante de ce qu'on appelle de focales homozygotes, hein, pour faire des frères jumeaux entre eux. C'est lamentable. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans. Il y a un truc sur lequel on doit se poser la question. D'accord? Et en fait, il y a des mots qui, en fait, dans notre inconscient, ou voire même quand on commence juste à y réfléchir, sont censés dire des choses complètement différentes, mais qui pour autant sont strictement identiques. Le mot culture. Comment se fait-il que le mot culture soit le même pour parler de la culture des champs et de la culture des hommes? Tiens, comme c'est bizarre. Et quand on étudie un peu la linguistique, on se rend compte que ces mots sont ce qu'on appelle chaînés. C'est-à-dire que si on jette l'une par-dessus l'autre, on jettera l'autre. C'est-à-dire que si on jette la culture des hommes par-dessus bord, on n'a rien à foutre de la culture des champs. Voilà. Et si on fait de la culture des champs qui n'en est plus, parce qu'aujourd'hui on mange beaucoup de choses, en tout cas on fait manger beaucoup de choses qui sont les mêmes que si on cultivait sur des sols en béton avec 10 cm de laine de roche par exemple, de nourrir tout ça avec des substrats nourriciers qui viennent de X produits que l'on a agglomérés, et la plante elle pousserait pareil, la tomate hybride F1 ultra standardisée, elle serait exactement la même. D'ailleurs, vous avez qu'à taper sur Internet culture sous serre, tomate à grande échelle, vous verrez, vous voyez des tuyaux noirs qui apportent le substrat dont se nourrit la tomate. Voilà, c'est comme si nous mangions les poissons de notre aquarium, où tous les jours, là, on ouvre un petit truc et on met un peu de poudre à la surface et on boit tous les poissons qui vont vers le haut parce qu'ils savent que la nourriture vient d'en haut. Or, normalement, même dans les rivières, etc., bon, il y a ce qui peut traverser la rivière, mais les poissons, ils vont fouiller dans le fond, etc., et les racines des plantes leur servent à aller chercher dans la terre ce qui doit les nourrir, pas à l'attendre tombant du ciel par des camions, des tracteurs qui passent et qui donnent des fertilisants, quoi. Là, on a le mental, on a le psychisme, on a la spiritualité, on a tout ce que vous voulez qui est complètement mis à la ramasse. Et on doit nous-mêmes, en travaillant au moins pour polir la pierre qui est la nôtre, comprendre tout ça, l'entendre et voir comment on réagit, pas en prenant une lance et en allant mener un combat, pas du tout, mais dans nos choix au quotidien de ce que l'on fait, de ce que l'on mange, de ce que l'on dit, de ce que l'on partage avec les autres, etc. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, dans les blés, on retrouve des patrimoines culturels énormes. Si on vous fait manger du Triticum hispanicum, c'est un blé que des générations et des générations à Ispahan, en Iran, ont mis au point, ont poussé, comme on a poussé le chien dont je parlais tout à l'heure à devenir un border collie pour faire de la conduite de troupeau. On va le conduire, on va l'aiguiller pour aller vers une destination. Et cette destination, elle était pour faire des formes de pâtisserie, etc., qui allaient très bien se combiner avec les fameuses roses d'Ispahan, qui n'étaient pas des roses officinales, ni des roses ornementales, mais qui étaient des roses comestibles pour s'en régaler. Et donc, ces gens ont travaillé, et ça, c'est une culture. Si vous mangez du Triticum hispanicum, eh bien, vous devenez un petit peu perse. Je ne vais pas dire iranien, hein, mais à l'origine, c'était la Perse, quoi, la grande Perse.
à laquelle on doit tant. Et regardez ce qui se passe en ce moment. C'est juste détestable. Qu'il y a des gens qui ont inventé, si je puis dire, l'astronomie, la médecine, etc. et des tas de choses. Voilà. Et le pain fermenté aussi, pas que, hein, mais les Babyloniens, les Grecs, etc., les Égyptiens. Voilà. Et donc, bon, moi, je peux faire un monologue qui dure 10 heures. Mais je Mais, bois vos paroles, Roland. mais Là, vous avez peut-être 0,5% de ce que vous pouvez vivre lors oui, d'un stage, en fait, lorsque on va, voilà, à l'école des maîtres de Montmoulin, et vous avez l'idée où forcément, bah, j'espère que vous avez bien compris, et c'était extrêmement clair votre explication sur la densité déjà du pain, bien comprendre les différences de blé. Vous avez parlé des enzymes, donc on comprend bien qu'un pain au levain n'a absolument rien à voir d'un pain utilisé avec la levure chimique. Vous parlez de patrimoine de sol, on comprend bien qu'entre les substrats et entre un sol qui est extrêmement riche, sur lequel il n'y a pas eu de traitement régulier, voilà, vous avez abordé plein de pistes, pas toutes, parce qu'il y en a encore, il y en a encore plein, il y en a encore plein d'autres, mais en tout cas plusieurs pistes éclairantes pour que vous qui vous nous écoutiez, voilà, fassiez des choix en conscience et éclairés en tout cas dans ouais, mais le ça peut choix de vos. être par approche successive aussi, parce que il n'y a pas de raison que dans cette biodiversité, tout un chacun, sauf si vraiment il a des pathologies lourdes, hein, comme vraiment la maladie cœliaque, ou oui, ou vraiment le syndrome de l'intestin irritable, mais bon, on fait du pain qui n'a pas de pouvoir irritant, ou la porosité intestinale. Bon, ce qu'il faut, c'est être très précautionneux, mais aussi de tester plusieurs variétés de blé, et généralement, on peut arriver à en trouver. Alors moi, je dirais, vous savez, la généalogie du blé, elle se passe sur 3 niveaux. Il y a sur le niveau 1, c'est les haploïdes, donc qui sont très riches d'un point de vue chromosomique, parce qu'ils ont 6 x 7, 42 chromosomes. Les tétraploïdes, qui en ont que 4 x 7, 28, et les diploïdes, tout en haut de la généalogie, dans l'histoire, qui en ont que 2 x 7, 14. Je dirais qu'un conseil, c'est que les gens qui se sentent ou en fragilité ou qui ont envie d'avoir les digestions les plus faciles que possible, c'est de surtout essayer de trouver du tétraploïde et du diploïde. Alors, dans les tétraploïdes, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve les blés durs, les blés poulards, les amidoniers, les blés du Khorasan, les blés durs, les blés poulards, les amidoniers, les blés du Khorasan, voilà. Et dans les diploïdes, principalement, ça va être l'engrais, qu'on appelle le petit épeautre par abus de langage. Voilà. Et donc, attention, je ne suis pas en train de parler de variété de blé, je parle d'espèces de blé. L'engrain, c'est un nom d'espèce, d'accord? Et dans les espèces, on retrouve qu'il y a en subdivision ce qu'on appelle les variétés. Donc nous, par exemple, dans l'engrain, nous avons 19 variétés d'engrain, de petits épeautres. Et il y a des gens qui vont être très portés sur un plutôt que sur l'autre. Et bien, allez savoir pourquoi. Parce que je pense que ça réveille aussi en nous certaines choses qui sont liées au métabolisme, où on retrouve d'ailleurs la véracité historique et profonde de si vous prenez le corpus hippocratique et en grec ancien et que vous le traduisez ou le faites traduire, on va retrouver une notion très importante qui est celle de la notion du goût et du dégoût. En fait, ce que nous dit Hippocrate, c'est pas du tout que ta nourriture soit son médicament, parce que si la nourriture est un médicament, ça veut dire qu'on est tombé en pathologie et que la nourriture va nous soigner. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que tu aies une relation à ta nourriture, à considérer que ton goût doit te conduire vers de la nourriture qui agrade et renforce ton armure immunitaire et donc ta santé, et que ton dégoût soit aussi vigilant, actif, pour te donner même forme de répugnance, on pourrait dire, pour ce qui va fragiliser et dégrader ton armure immunitaire et donc ta santé. Nous sommes équipés d'organes qui nous permettent normalement d'avoir appétence, attirance pour ceux dont nous avons besoin. Ça peut être d'ailleurs assez ponctuel dans l'espace-temps. Aujourd'hui, il y a des chercheurs qui travaillent sur les phobies de la femme enceinte.
si elle veut vraiment des fraises, pourquoi elle veut-elle? C'est parce qu'en fait, probablement, très probablement, aujourd'hui, il y a plus que des suspicions là-dessus, c'est qu'elle a besoin de composés chimiques, par exemple, qui sont dans la fraise. Et que, voilà, et dans les transmissions, dans les neurotransmetteurs, d'ailleurs, avec l'appui des bactéries lactiques, qui en sécrètent à peu près 80% de nos neurotransmetteurs, c'est juste colossal, hein. Nous vivons en symbiose totale avec les bactéries lactiques. Donc, se départir du lien avec elles, c'est une erreur. Donc, c'est vrai qu'il faut aller vers des légumes, la lactofermentation, les légumes lactofermentés, du pain sur le vin naturel, des fromages au lait cru, etc., etc. Bien sûr qu'il faut rechercher la qualité là-dedans, parce que si c'est mal fait, ça va donner raison à l'industrie, c'est qu'il vaut mieux pasteuriser, voire stériliser, parce qu'au moins, on sait qu'il n'y a pas de microbes, et puis on pourrait presque laver aussi toutes nos nourritures avec du gel hydroalcoolique, quoi. Hein, vous vous rappelez, voilà. Donc, oui, c'était quand même saugrenu que pour limiter l'impact de la biodiversité des bactéries lactiques en buvant de l'eau qui n'était pas celle de notre puits, de notre citerne, etc., et qui nous donnait, chose toujours d'actualité qu'on appelle la tourista, parce que la microbiologie ingérée elle n'était pas équivalente à celle que nous avions, et donc il y avait entre guillemets combat. Et donc, quand il y a combat, il y a vidange gastrique, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Eh bien, de se dire, on va stériliser l'eau, en gros, en mettant du chlore dedans. S'il y a un truc que notre système digestif ne doit pas recevoir, c'est du chlore. D'ailleurs, il faut essayer. Aujourd'hui, on a des moyens modernes pour se départir du chlore dans l'eau et de ne pas ingérer du chlore. Nous ne sommes pas faits pour ingérer du chlore. Donc, il est évident que cette notion est très importante de développer nos propres appétences organoleptiques pour aller vers ce qui nous fait du bien. On doit trouver bon ce qui est beau, en quelque sorte, avec un B majuscule. Voilà. Si on trouve bon les bonbons Haribo, c'est qu'on a un souci. Voilà. Peut-être il faut consulter. Il y a une dame, il n'y a pas longtemps, en stage, qui me dit, mais moi, j'ai un boulot qui est tellement harassant que ça m'arrive le soir d'arriver avec un énorme paquet de bonbons Haribo que j'ai pris en passant, de balancer mes chaussures à l'entrée de la porte, de m'affaler sur le divan, de mettre les trucs, l'émission la plus conne, par exemple, de regarder, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, Cyril Hanouna, et de bouffer mon paquet de... voilà. Mais bon, ça veut dire qu'on a une fragilité psychique là, et qu'on y trouve une forme de compensation qui est presque dans une forme de suicide, et intellectuelle, et, comment dire, métabolique. D'accord. Oui, oui. Ouais. Donc, oui, une forme d'autodestruction, on va dire plutôt. Voilà. Mais oui, souvent, quand on va vers des choses qui font pas forcément du bien, voilà, si on décide de boire 1 litre de whisky, c'est que il y a quand même quelque chose qui nous y pousse. Et il faut essayer de travailler là-dessus. Voilà. Mais justement, dans la logique qui va bien, nous devons être attirés, avoir de l'appétence, de l'appétit pour ce qui nous fait du bien et avoir du dégoût pour ce qui nous fait du mal. Et même chez Hippocrate, il trouve la distinction totale entre ce qui est lié au goût et ce qui est lié au plaisir organoleptique, c'est-à-dire, voilà. Et on trouve d'ailleurs, ça, c'est une dame qui est diplômée de l'école de Chartres et qui fait des recherches sur certains textes. Alors, ici, il y a des gens qui travaillent sur un sujet précis dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le catharisme, d'accord, et qui m'a envoyé des traductions, semble-t-il, dignes de confiance, du livre de sagesse dans l'Ancien Testament, où il est clairement dit, déjà, une notion importante, c'est-à-dire que on va trouver un pain qui ne nécessite aucun travail pour être fait. C'est ça c'est absolument remarquable aussi, hein. Un pain qui se fait sans travail et qui va être à la fois agréable au goût et délicieux au palais. Vous voyez, 2 choses dissociées. Agréable au goût, ça veut dire que notre goût, c'est une vigilance, c'est un filtre, c'est une barrière qui doit nous dire, oui, ça tu fais rentrer, non, ça tu fais pas rentrer, ça te fait du mal. Mais en plus, ça peut être agréable au palais, c'est-à-dire qu'on va le trouver délicieux, dit le texte. C'est hyper, méga intéressant, parce que on peut trouver délicieux
Et ça, c'est typiquement, nous aussi, les Occidentaux, on s'est beaucoup laissé guider vers ça, des choses qui sont en fait, qui font extrêmement du mal. Voilà. J'allais vous le dire. Il y a des produits Voilà. extrêmement transformés où il y a une appétence aujourd'hui parce qu'on est Bah, déconnecté un peu de nos sensations et voilà. de nos sens, en Là, fait, de manière générale. Mmh. exactement, exactement. Donc on a une espèce de couche là euh, qui est euh, qui est liée au psychisme, à la conscience, voilà, à la connaissance aussi, parce on peut difficilement alimenter une conscience correctement établie si elle ne repose pas sur un socle de connaissances. C'est pour ça que moi je fais ces stages. C'est pour donner le maximum de connaissances aux gens. Après, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Voilà. Et comme dit Giono encore, je ne dis pas les choses pour que les gens me suivent. Je leur dis pour qu'ils puissent faire leur compte à eux et suivre leur chemin, leur propre chemin, éclairé par leur propre lumière. Je pense que ça, et ça c'est typiquement, je pense, c'est les plus belles pensées du siècle, le siècle des Lumières, du 18e, quoi. C'est donner aux gens cette aptitude-là. C'est pour ça que le stage sur le pain, le niveau 1, le socle, il est de se doter de toute une sorte et de savoir, de travailler sur nous-mêmes pour savoir qu'est-ce que l'on trouve beau et qu'est-ce que l'on trouve bon. Voilà. On a en France un immense collectionneur de génomes, de ressources génétiques d'agrumes. Il en a 1450 variétés. Il y a quasiment 300 variétés d'oranges chez lui, etc. Et cet homme-là me dit, tu vois, viens avec moi. Alors il m'amène au pied d'un kumquatier qui doit faire 3 ou 4 mètres de haut. Et il va d'un certain côté du kumquatier, il me sort un kumquat. Voilà. Et il a une espèce de couteau à la lame ronde, là, il me découpe ça, il me dit, tiens, mange ça. Alors, immédiatement, je fais ça, quoi. Je dis, une âpreté maximale, d'accord, une amertume totale, une acidité incroyable, et des arômes un peu écrasés par tout ça. Et puis il me dit, viens maintenant. Et on fait le tour de l'arbre, et on va de l'autre côté, et il me montre un fruit qui est super méga bien exposé au soleil, du bon côté. Hein. Et il me prend ce fruit, et là, tu te dis, ben tiens, c'est un bonbon, quoi, en fait, quoi. Voilà. Voilà. et, Ouais. et donc, et là, il me regarde et il me dit, bon, alors, si je dois te vendre un panier de fruits, tu veux lequel? Ah ben, on a tous tendance à répondre avec notre critériologie moderne. Moi, celui du premier, là, excuse-moi, tu m'en donnes pas, c'est pas la peine. Il me dit, si, tu dois le manger. Non seulement tu dois le manger, mais tu dois apprendre en toi comment tu vas pouvoir lui rendre grâce. Et donc, finalement, le trouver bon, si on lui rend grâce. Pourquoi? Parce qu'il me dit, tu vois, tout autant que tu ne verras jamais briller les étoiles dans le ciel si le ciel n'était pas noir, c'est ce fruit-là qui te fait rendre l'autre bon. Si tu ne Mmh. mangeais que du deuxième, tu ne le saurais plus au bout de quelque temps. Et même si dans un repas, tu en as 3 devant toi, si tu manges 3 fois celui-là, au deuxième, déjà, tu ne sentiras plus le goût, le troisième. Et allez, tu n'es plus dans cette relation qui doit être immense d'énergie, de sens et d'élévation qu'elle doit nous procurer. Mais on a besoin du fruit qui a poussé au nord. C'est pour ça que quand on va au supermarché, qu'on regarde la pomme Pink Lady, Granny Smith, tout ce que vous voulez, et qu'elles sont toutes les mêmes, on a une forme de bétification de nous qui nous est. On est, voilà, l'humain, au lieu de grandir, de s'élever, de devenir meilleur, pour pouvoir donner le meilleur aux autres, etc., et de donner un maximum d'amour, il s'est laissé complètement manipuler dans tout ça. Et en fait, c'est très agréable de manger un fruit qui est un petit peu amer. Et cette amertume, on va l'apprécier parce que après, on va, quitte à manger les deux en même temps, on va faire cette transition. Et c'est le contraste qui fait le beau. Voilà, c'est le contraste qui fait le beau. Voilà. Et ça, on doit travailler sur nous pour être des humains, humanistes et empreints d'humanité. Et là, on revient à la linguistique. Le mot humain, il est juste fabuleux parce que la racine étymologique, ce qu'on appelle la linguistique archaïque d'humain, c'était un même mot, il fut un temps, avec le mot humus. Humain, ça veut dire fait d'humus.
quand on voit toutes les terres qui sont lessivées et où on voit l'humus, il suffit de regarder sur Internet des systèmes de cartographie numérique, là, tels que Google Maps ou autres, et qu'on voit la Garonne et qu'on voit combien elle est marron, combien elle charrie d'humus pour aller le mettre à la mer, qui n'en veut surtout pas, et combien même cet humus va limiter, un facteur limitant, être un facteur limitant dans la vie des rivières et des fleuves, etc. On se dit, mais pourquoi en sommes-nous arrivés là? Que faisons-nous pour nous ressaisir? La première manière de se ressaisir, c'est déjà de se ressaisir soi-même. Après, il ne faut pas vouloir être Confucius et vouloir changer le monde à lui tout seul. Moi, je me suis retiré au fin fond de la montagne, dans un milieu qui est très peu impacté par les activités humaines. Là, en vous parlant, je vois toutes les montagnes, là, etc. Il y a un énorme pourcentage de la vallée qui n'est pas impacté par les activités humaines. Et puis voilà, j'ai dit, on va faire ce qu'on fait, nous le ferons du mieux qu'il nous soit possible. Et puis que viennent à nous ceux qui veulent essayer eux-mêmes de se poser des questions, et on sera toujours bras ouverts, cœur ouvert et esprit ouvert à partager toutes nos connaissances, etc. C'est ça Cucugnan, c'est ça les maîtres de Montmoulin. Et donc on a même mis il y a 20 ans en place un label qui s'appelle 100% Nature, et où le mot nature est écrit avec un N majuscule, on y tient, parce que justement, dans notre typographie et notre linguistique occidentale, nous écrivons avec une majuscule les mots qui relèvent du sacré. Voilà. Si vous allez même sur le site du ministère de l'Armée, vous verrez liberté, égalité, fraternité écrit avec des majuscules, parce que c'est au rang de la Constitution, et vous savez que la Constitution, elle sacralise ce qui est en dessus des lois, et sacré ce qui mérite le respect absolu. Ne pas confondre le sacré avec le divin, avec le religieux, etc. C'est pas que ça n'a rien à voir. Bien sûr que ce qui est divin est aussi sacré, mais ce qui est sacré n'est pas forcément divin. Voilà. Enfin, à chacun d'en juger. Normalement, quand nous étions petits, nous écrivions maman avec un M majuscule tout seul, toujours. Il paraît qu'on n'apprend plus comme ça dans les écoles, je demande à voir, parce qu'une maman c'est sacré, ça mérite le respect absolu, donc on met un M majuscule à maman. Et à papa aussi d'ailleurs, soit bien. mais donc, cette notion de sacralité est importante. Normalement, nous devrions tout faire pour que le mot pain puisse s'écrire avec une majuscule. Que nous soyons quasi obligés et qu'on serait hors de notre devoir premier que de ne pas l'écrire en majuscule. Ben, humain, c'est la même racine linguistique que humus, que humilité, que humanité. Voilà. C'est le même mot à la base. Après, les mots se sont divisés, mais c'est le même mot. Donc, et les mots sont hochés dans un chaînage linguistique. Vous jetez l'humus dans les rivières, vous jetez votre humanité. Et ça doit être une question de fond pour chacun d'entre nous. Restons-nous humains, marchons-nous tous les jours dans nos schémas de pensée, dans nos processus de décision, dans des actions que nous mettons en œuvre, sur un chemin empreint comment dire, où nous restons humains, ou sombrons-nous dans les trois catégories que moi je dissocie, que je discerne, je veux dire, là, ce que j'appelle la zombification humaine, c'est-à-dire en gros, de devenir des espèces de morts vivants. On croit qu'on est en vie, que si on nous dit de lever le bras, on sait le faire. Mais sur le plan profond, on n'est plus vivant, on est devenus des zombies. Il y a quelque chose qui est vraiment d'actualité, et en fait, avec l'humain aggradé, l'humain réparé, l'humain augmenté, etc., ce qu'on appelle le transhumanisme. Donc, en fait, c'est un processus de mutanisation. On mute en profondeur ce qui fait l'humain. Et puis, il y en a un autre, c'est la robotisation humanoïde. Voilà. De fabriquer des robots. Ça peut être très pratique. Ça a été très pratique, je pense. Je pense que ça l'est moins aujourd'hui. Enfin, il y a des endroits dans le monde où malheureusement ça allait encore à fond. Mais on doit être très vigilant à rester des humains et faire attention de ne pas avoir de part qui se mettent en œuvre en nous, de devenir zombies, mutants ou robots, quoi. Voilà. Et donc l'alimentation là-dedans, elle joue un rôle premier.
dans le choix de l'alimentation. Surtout que si on est passionné, par exemple, par des voitures de sport de très haute qualité, ben c'est sûr qu'on les trouvera pas comment les faire nous-mêmes. Ça, c'est pas possible. Mais par contre, je crois qu'aujourd'hui, alors peut-être pas les personnes qui habitent en cœur de ville, mais ça aussi c'est un grand débat. Voilà, je crois qu'on peut tous réfléchir à comment on peut faire notre propre jardin le plus simplement que possible. Maintenant, nous, voilà, on n'est pas complètement en autonomie alimentaire, mais presque, parce qu'en fait, on se rend compte que l'intérêt pour nous qui sommes retirés en milieu rural, c'est que on connaît 3 ou 4 ou 5 éleveurs de volailles, de chèvres, de brebis, de vaches galouées. On connaît des gens qui cultivent des tas de choses aussi. Et nous-mêmes, on a fait de grands jardins et on fait beaucoup de variétés de légumes, etc. Et on est assez bien structuré pour ça, et c'est pas vraiment un gros travail, et je crois que tout le monde le peut. Donc, bien manger, je crois que quand je vois, me suis arrêté il y a quelque temps dans une grande surface, Carrefour, ne pas le nommer, ce qu'on appelle donc un hypermarché, c'est immense, tu sors crevé là-dedans, pour aller acheter, il y avait une urgence, je devais imprimer un dossier, aller acheter des cartouches pour mon imprimante. Et en fait, j'étais ahuri de regarder ça. Il y avait plus de 12 ou 13 ans que j'avais pas mis les pieds dans un supermarché. J'étais ahuri de voir les chariots, quoi, en fait. Les chariots bondés de toutes sortes de produits ultra manufacturés, etc. Et je suis sûr qu'il y en a pour une fortune, quoi. Et visiblement, c'était des gens qui n'appartenaient pas ni au middle class, ni au cadre sup, etc. Mais je pense que aujourd'hui, tout le monde peut prétendre à ça. Je vois des expériences. Là, j'ai été reçu il y a pas longtemps par le maire d'Épinal, voilà, et qui fait des jardins, qui relance des jardins ouvriers avec beaucoup de choses, et qui ont même monté des serres, la communauté urbaine, des serres pour faire des plants pour les gens qui les veulent. Des plants de tout, de courgettes, d'aubergines, de tomates, etc., de basilic et tout ce que tu veux. Voilà, quand on va sur un site e-commerce comme celui de Cocopelli, K-O-P-E-2-L-I, et si vous vous intéressez à faire ne serait-ce que quelques petits plants de basilic chez vous, vous allez y trouver plus de 40 variétés de basilic. Vous pourrez avoir un basilic que vous allez associer à tel ou tel. Et honnêtement, c'est vraiment pas cher, quoi. Voilà, c'est non seulement pas cher, mais même en plus, si on en fait un peu plus que nécessaire, on peut demander à des proches ou autres de nous aider à participer à l'économie de la chose, et donc, autrement dit, rentrer dans ses dépenses, quoi, même. Voilà. C'est très facile, c'est très très facile. Et c'est vraiment, alors il y a un souci majeur qui pèse sur tout ça, c'est demain l'eau, la disponibilité de l'eau. Ça, c'est, alors vous en avez trop là-bas chez vous, mais nous ici, on est vraiment dans une énorme difficulté qui fait très peur, de l'eau. Carence d'eau. Aujourd'hui, tout ce qui est Catalogne sud, côté Barcelone, nord, côté Perpignan et Contrefort, le sud de l'Aude, on est quand même dans des situations très très préoccupantes, extrêmement préoccupantes au niveau de l'eau. Mais bon, est-ce que c'est passager ou est-ce que ça va être hyper durable? Est-ce que c'est le début justement de... Voilà, c'est la grande question. C'est la grande question. Mais aujourd'hui, on doit être réactif sur tout ça. Est-ce qu'il y aura une évolution aussi du vivant là? Automatiquement, il y aura une évolution du vivant pour s'adapter aux enjeux. Ouais, certains, c'est sûr que dans la désertification, c'est que ça, il faut lutter contre la désertification. Dans la désertification, il n'en reste plus beaucoup de vivants. Hein. Si vous allez au milieu du Sahara, vous n'allez pas avoir beaucoup. Hein. Vous aurez du mal à vous nourrir. Bien sûr. Oui. Mais c'est un enjeu. Effectivement, c'est un enjeu. Mais en tout cas, vous avez clos ce webinaire en parlant de diversité. Donc, on a refait un peu la boucle avec le début du webinaire où vous parliez de biodiversité. Donc, on arrive où vous remettez en lumière le fait d'être singulier, de choyer la singularité, de choyer l'humain et d'utiliser notamment l'alimentation
comme un acte militant. Alors, selon où on habite, c'est plus ou Ouais, moins ouais. facile. On en a Déjà complètement pour soi conscience. et les siens, quoi. Déjà Absolument, moi-même et les siens, parce que voilà. Et donc, je voulais juste rajouter deux petites choses. C'est que, bien sûr. d'être demandeur et d'être en recherche de ce qui est lié à des blés de variété ancienne, avec beaucoup de biodiversité, tester différents blés, voilà. Et deux, de revenir à fond vers les fermentations ultranaturelles, c'est-à-dire de faire confiance et d'adhérer pleinement à des notions de pain au levain. Et trois, peut-être justement aussi pour être cohérent avec ce que je viens de dire sur le jardin, c'est qu'il y a une manière d'être aussi très fortement impliqué soi-même et dans l'économie, c'est d'apprendre et de faire du pain, de faire son pain, parce que justement, comme je citais tout à l'heure ce passage du livre de sagesse de l'Ancien Testament, il y a du pain qui peut se faire sans aucun travail. Ce qui est très troublant, d'ailleurs, c'est de constater que plus on remonte dans la généalogie historique du blé, plus on va vers des blés qui nécessitent très peu de travail pour faire du pain. Moi, je peux montrer comment, avec des engrains, dont des petits épeautres vraiment, ce qu'on appelle relictes, c'est-à-dire, c'est un terme botanique qui veut dire que le génome n'a pas été, il est resté comme une relique. C'est la même racine étymologique que relique. Il est resté intact, ce génome. Comment, avec cet engrain, qui est un engrain noir, par exemple, eh bien, on peut faire du pain pratiquement sans aucun travail. Mais vraiment. Voilà. Et qu'en plus, on se posera inéluctablement la question, mais est-ce qu'en plus ce pain-là n'est pas celui qui est le meilleur pour ma santé? Mm. Et est-ce que c'est pas celui qui est le plus digeste? Et est-ce que c'est pas celui dont justement je vais développer une appétence organoleptique à me dire, mais ah là là, mais qu'est-ce que c'est bon, quoi? Qu'est-ce que c'est bon? Voilà. Et je crois il faut se faire envie à soi-même de suivre cette route un petit peu et de faire cette expérience-là. Voilà. Parce que ça peut être Mm. très facile. Là, on travaille avec un fondeur qui s'appelle Le Creuset et on a même des outils maintenant là qu'on diffuse à nos stagiaires pour faire du pain à la maison dans des conditions extrêmement pratiques, très très faciles et où la peine ne dépasse pas le plaisir. Bien au contraire, on a un plaisir qui est immensément multiple à la petite peine qu'on a juste. Puis, honnêtement, quand le samedi matin, par exemple, ça sent le bon pain chaud dans la maison, cette odeur, hein, on est aussi encore, fort heureusement, des organismes vivants qui réagissent aux odeurs. Voilà. Ce parfum, devrais-je dire, ce parfum, Absolument. il est facteur de bien, de renforcement de liens et d'affection et d'amitié, d'amour avec nos contemporains. Donc il faut surtout pas s'en priver. Voilà. Surtout pas s'en Mm. priver. Voilà, c'est Là, le je peux conseil que témoigner. Alors, je n'en fais pas personnellement, mais ma maman, qui est venue aussi au stage, fabrique son pain du coup maintenant. Alors, au début, elle a commandé pour voir un peu la texture, parce que c'est intéressant aussi de savoir ce qu'est un bon pain. Parfois, on ne sait pas ce qu'est un bon pain. Vous c'est parliez plus. d'alvéoles tout à l'heure, de Ouais. densité, on ne sait plus. Le poids, la densité, la taille des alvéoles, la couleur. Donc, ça peut être intéressant d'en commander pour voir, voilà, un bon pain, ce qu'est de nouveau le bon pain. Et puis après, voilà, avec les stages, d'en fabriquer. Et effectivement, c'est un vrai plaisir. C'est presque méditatif pour elle Ah ben oui, aujourd'hui. oui. Ah oui, oui, je pense Totalement, hein. que vraiment se mettre en place. Et puis si on a arrangé un petit peu autour de soi, quoi, avec des choses très simples, par exemple, quel est le récipient dans lequel on va mettre la farine, l'eau, dans quoi on va faire vivre le levain, etc. Et avec des petits budgets, d'organiser autour de soi ou converge vers une mise en œuvre d'un plaisir. Et c'est une séance, honnêtement, que moi je compare volontiers même à certaines formes de yoga très soft, là. Voilà, parce que ça produit un peu les mêmes effets. Et en Mmh. plus, ben, faut pas se priver si on a maintenant, on a des moyens d'accès à la musique, par exemple, extraordinaires, et ben, de se mettre un fond musical, etc. Et voilà. C'est ce qu'elle fait, absolument. Absolument. Et ça crée du lien. Vous parliez du lien tout à Ah ben l'heure, oui, merveilleusement bien. Elle en distribue à la famille, aux voisins. Donc voilà, il y a une forme, enfin, même pas une forme, il y a de l'échange en fait qui se crée au travers de cette activité, de voilà ce lien. Le pain qui est au centre de l'humain
On Ouais, y tout à revient, fait. là aussi, au cœur de l'histoire que vous Mais il y partagez. a beaucoup, beaucoup de choses à dire encore. Peut-être Bien qu'on sûr, pourra très volontiers faire des modules supplémentaires et qui pourraient être d'ailleurs aussi, déjà on pourrait en faire un deuxième, je suppose, parce que quand vous allez diffuser ça, et on peut inviter les gens à poser des questions particulières qu'on pourra trier, classifier, etc. Et on refera notre webinaire pour répondre aux questions, avec le plus grand très plaisir. volontiers, très D'accord? volontiers. Très volontiers, ça serait absolument merveilleux parce que c'est vrai que vous avez cette approche-là tout à fait singulière avec toute cette poésie et ces bases, ces connaissances incroyables, historiques, philosophiques, qui nous permet d'avoir un regard totalement différent sur le pain. On aborde cette thématique du pain de manière tout à fait nouvelle. Et donc voilà, c'est ça aussi. D'avoir cette émotion au cœur de nos entrailles, en fait, à vous écouter parler du pain et puis Merci beaucoup. de parler de ce produit absolument noble qu'on a voilà, un C'est peu la mis de base, côté, la base. mais c'est Ouais. la base. Si on perd nos bases, on va tout perdre. Mmh, mmh, mmh. Absolument. Et puis voilà, bien sûr, on pourra très volontiers refaire un dossier. C'est vrai qu'il y aurait plein de choses à dire. Vous avez fait des études par rapport au pain des maîtres de Montmoulin, Bien sûr. avec des quantités notamment de magnésium, je crois, extrêmement riches, donc avec des qualités micronutritionnelles exceptionnelles. Donc voilà, encore une fois, selon la qualité du pain choisi, des blés anciens, voilà, la richesse, l'acte militant, on y revient. Donc merci infiniment, Merci, Roland, merci merci beaucoup, infiniment. merci. Mais puis merci aux gens qui vont m'écouter pendant 1h20. Bonne patience. Voilà. Mais j'ai Je été suis soft, hein, persuadée que ouais. J'ai été concis. Ouais. on peut avoir toutes ces explications pendant 2 jours. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur le site Les Maîtres de Montmoulin si vous voulez, voilà, aller Plus de 3 jours, encore en au-delà. fait. Plus de 3 jours. 3 jours d'ailleurs, c'est Ouais, vrai, c'est du 3 jours. mardi Absolument. fin d'après-midi au samedi après-midi. Donc ça fait mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ça fait voilà. Mais oui, pourquoi je dis Voilà. 2 jours? Mais absolument, Non, absolument, non, ça dure 4 jours en fait. Voilà. mais oui, oui, bien sûr, Et bien les gens sûr. se régalent Ah, quand même parce qu'en plus, ben voilà. Puis là, on arrive aux belles périodes, donc il y a. Alors le stage de mai est ultra plein. Je crois qu'il reste quelques passes en juin. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens se régalent. Je crois que c'est une maman, vraie expérience. la maman, elle a gardé. Elle Ah était, oui. elle était, ouais. Je me rappelle d'ailleurs de son départ la première fois. On ne se connaissait pas parce que je suis très sensible aux émotions des gens et elle était extrêmement émue, quoi. Ouais. Extrêmement émue. Extrêmement émue. Oui, 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 oui. C'est une vraie expérience en fait. Et puis d'avoir l'expérience de ce que vous partagez, et puis des personnes en fait qui sont là. C'est cette synergie en fait qui se crée. Ah oui, il y a une Tous. ambiance. Ouais, ouais. Il Mais y a il faut beaucoup aimer d'amour, aussi. On mange bien, on boit bien, bien on sûr. Le lieu chante est magnifique. beaucoup. On chante beaucoup, on fait de la musique. Si les gens ont un instrument, il faut qu'ils le disent ou voir s'il est transportable, qu'ils le portent. Voilà. Ouais. Mais on passe toujours des très très bons moments et c'est très chaud, c'est très chaleureux. Normalement, Mm, après, il y a une grande partie avec qui on a le sentiment qu'on va traverser toute la vie ensemble, quoi. Voilà. mm, mm. Avec grand Absolument. plaisir. Formidable. Merci infiniment. Merci Merci à vous tous beaucoup. d'avoir Merci, écouté. Mathilde. Et puis Et au plaisir de se retrouver bientôt. à très bientôt. Au revoir.